Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Et nous sommes les Deux Pions. Yes, et aujourd'hui, Steve, on se retrouve enfin pour faire un autre en vrac, notre volume 3. Oui. Ouh, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. On a comme skippé un mois, malheureusement. On a manqué de temps un petit peu, fait qu'on a pas mal de jeux dans notre liste à jaser avec vous. On a même un volume 4 déjà prêt à tourner. Fait que de quoi qu'on parle aujourd'hui, Steve, avec nos charmants auditeurs qu'on adore tellement? Donc, on va commencer ça avec Anno 1800. Donc, ça va être un jeu qu'on va vous parler, qu'on a bien aimé. On a Cryo, qu'on a essayé aussi, que vous allez voir, vous allez avoir un peu notre appréciation là-dessus. Bloodborne, Troy Dice, on a aussi Wild Space, puis Airship City. Yes, fait que ça fait pas mal de bonnes choses à jaser avec vous. Donc, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café ou quoi que ce soit d'autre, et on se retrouve après l'intro. Steve, on commence tout ça avec Anno 1800, qui était un gros jeu. Anno 1800. C'est un vieux jeu des années 1800, fait que commençons par là. Ouais, c'est ça, les vieux d'abord. Ouais. Écoute, moi, c'est un jeu que j'attendais avec beaucoup d'excitation. J'avais hâte d'essayer ce jeu-là. C'est un jeu que je connaissais déjà juste de titre à cause de la série Anno, la série de jeux vidéo que j'ai adoré. J'ai joué énormément à Anno. Ça a été ton coup de cœur aussi? Oui, ça a été mon coup de cœur de je ne sais plus quel mois, un mois de décembre ou janvier, peu importe. Mais écoute, j'avais joué beaucoup. Je ne sais pas si tu as joué à la série de jeux vidéo des Anno, mais moi, j'avais joué à Anno. Moi, j'ai essayé... Moi, toi, 1400. Lequel? 1400, moi, j'ai essayé celui quelque chose. Futur, moi. Ouais, 2070, je me souviens plus trop des dates. Je me rappelle plus, mais c'est du futur. Moi, écoute, j'ai adoré le principe de Anno en jeu vidéo où tu pars avec un petit village, tu construis des petites fermes, là tu commences à faire des plantations, puis là tu commences avec des ressources de base, puis plus tu évolues, puis là tu vas comme transformer tes ressources en de nouvelles ressources plus complexes, qui valent plus cher, qui intéressent les gens, qui vont améliorer la vie un peu de ton village médiéval, si je prends la version 1400. Puis là, tu as une espèce d'arbre c'est pas des technologies, mais de ressources qui va te permettre d'arriver à des ressources très, très complexes au bout du compte, puis à faire grossir ta ville. Moi, ça... On peut dire que c'est de l'engine building un petit peu? Mais je sais pas. C'est plus la simulation, un peu comme à la SimCity, où ce que tu fais grossir tes affaires, puis à un moment donné, les besoins de tes citoyens deviennent de plus en plus complexes. Tu as plus de citoyens, plus que tu as de citoyens, plus qui veulent avoir des choses complexes, comme ils veulent aller à l'église, ils veulent manger de la viande fumée, ils veulent plus juste manger du poisson. Après ça, ils veulent des vêtements, des manteaux de fourrure. Fait que là, à chaque fois, quand je parle d'engin, c'est que dans le sens que mettons, tu as ton bois qui est comme ta ressource, puis là, après, tu as créé de quoi qui a besoin du bois pour faire une ressource un petit peu plus élevée. Puis après ça, avec la ressource plus élevée, tu vas créer un autre engin qui va utiliser l'autre ressource. Fait que tu te crées un petit engin pour bien gérer tes ressources, dans le fond. L'engin, c'est surtout quand tu as une cascade d'actions, une espèce de combo. Là, il y a moins cet effet-là parce que tu vas pas faire plus d'actions, mais tu vas faire des ressources plus complexes. En tout cas, je sais pas. C'est plus comme style Tech Tree, un peu comme dans Beyond the Sun, quand tu as un Tech Tree où tu vas développer des ressources ou des technologies toujours de plus en plus complexes. En tout cas, bref, écoute, Anno 1800, c'est le même principe, mais dans les années 1800, évidemment, où là, tu vas avoir des citoyens dans ton village, que tu vas avoir une espèce de zone de carte qui t'appartient, qui est à toi, où là, tu vas construire des... je ne sais plus c'est quoi le terme exact, là, c'est pas des commerces ou des constructions, des genres de bâtiments. Des bâtiments, je pense que des bâtiments, c'est le bon terme. Puis ces bâtiments-là, avec tes citoyens qui sont représentés par des cubes de couleurs, qui sont dans différentes strates de la société, tu vas avoir des ouvriers, tu vas avoir des fermiers, tu vas avoir des artisans, tu vas les utiliser pour aller produire ces ressources-là. Il n'y a pas vraiment de ressources dans le jeu. C'est que tu produis un pain, tu dois l'utiliser tout de suite, sinon tu le perds. En produisant, il n'y a pas d'accumulation comme certains jeux des cubes que tu ramasses. Non, c'est ça.
La seule chose que tu accumules, c'est des citoyens. Ouais, l'affaire, c'est que tu vas produire ces ressources-là qui vont te permettre de construire d'autres bâtiments qui vont, eux autres, produire des ressources plus complexes. Là, à un moment donné, tu vas faire du fer, tu vas faire des bijoux, tu vas faire des moteurs à essence, pas à essence, mais à vapeur. Il y a un genre d'évolution. Il y a une belle évolution. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu as besoin de ces ouvriers-là ou cette population-là pour produire tes ressources. Mais en même temps, l'objectif du jeu, c'est de satisfaire tous tes citoyens. Parce que l'autre principe, c'est de satisfaire un citoyen. Chaque citoyen que tu a une demande spéciale, une demande particulière. Puis quand tu réussis à la combler, ben, tu vas tourner ce citoyen-là à l'envers, puis là, tu l'as comblé, fait que c'est correct. Puis le but du jeu, c'est de se libérer de toutes ces cartes. Mais il y a une autre chose aussi que j'aime bien, c'est aussi c'est l'interaction entre les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de bâtisses. Fait que mettons qu'on est plusieurs joueurs, puis il y a 2 qui produisent du pain, puis moi, j'en ai pas, mais j'ai besoin de pain. Mais je peux aller chercher avec mes bateaux, dans le fond, des ressources chez les autres joueurs. Fait que j'aime ça, la petite interaction aussi qu'il y a entre les joueurs là-dedans. Puis l'effet, en fait, la grosse notion intéressante du jeu, c'est l'espèce de courbe que tu vas avoir dans ton évolution de ton village. C'est que tu vas rajouter des citoyens, mais plus tu rajoutes des citoyens, plus tu es capable de produire des choses, mais plus tu te ramasses avec beaucoup de cartes à satisfaire, de citoyens à satisfaire. Puis à un moment donné, c'est qu'il faut que tu te dises, OK, c'est assez, là, j'ai assez de citoyens, maintenant, il faut que je travaille à toutes les satisfaire. Tu sais, j'ai accumulé ce que j'avais besoin, puis là, il faut que je les satisfasse, parce que le but du jeu, le jeu se termine quand quelqu'un a plus de cartes dans les mains, quand il a réussi à satisfaire tous les citoyens. De sa population. Exact. Puis aussi, tu cherches aussi à faire évoluer, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as une genre de, je vais appeler ça une hiérarchie entre tes citoyens. Fait que tu as les cultivateurs. Après ça, tu es fait évoluer pour être plus des gens d'usine, tu sais, industriels, si on veut. Les ouvriers, les artistes, les nobles. Exactement. C'est ça, ils ont chacun... Fait que c'est cool, ça aussi. Puis ils ont chacun leur fonction. Ils peuvent pas activer les mêmes buildings. Fait qu'il faut que tu gardes un nombre suffisant de chacune de tes couleurs pour être capable d'aller chercher les ressources que tu as besoin. Puis, écoute, moi, je me suis fait prendre là, dans mes 2 premières parties. Le terme en anglais, c'est hoarding. Là, j'accumulais beaucoup de citoyens parce que je voulais être capable de produire toutes mes affaires. Mais il y avait d'autres personnes qu'eux autres étaient plus efficaces que moi. Puis, ils accumulaient moins de citoyens. Puis, ils les satisfaisaient plus rapidement. Donc, ils vidaient leurs mains de cartes plus rapidement. Puis, je me suis fait prendre toujours à la fin à avoir beaucoup trop de citoyens. Puis, pas être capable de les satisfaire assez rapidement. Je pense que tu n'as pas gagné encore à ce jeu-là, hein? Ah non, je pense que j'ai pas gagné encore, mais sais-tu quoi? Le pire, c'est que c'est quand même mon coup de cœur. J'ai quand même aimé ça au bout. J'ai trouvé ça vraiment fun. C'est un bon signe, quand on n'arrête pas de perdre puis qu'on aime ça encore. Ouais. T'es un peu maso, peut-être. La seule chose, j'ai joué à 2, à 3, à 4. Je trouve que le jeu, il est vraiment bien à 3 et à 4. À 2... c'est sûr que l'effet, tu en parlais un petit peu, l'effet de commerce où tu vas aller faire du commerce avec les autres joueurs, puis l'effet de rareté est un peu moins là. Je trouve qu'il aurait dû ajouter une règle dans le jeu, parce que dans chacune des bâtiments que tu peux construire qui vont te permettre de produire des ressources, il y a 2 tuiles. À 3 puis à 4, ce que ça fait, tu en as parlé un peu tantôt, ça crée de la rareté. Parce que quand 2 personnes ont construit un building, mettons qui fait de la saucisse, par exemple, ben tu peux plus toi, en produire. Tu vas être obligé d'aller l'acheter chez tes voisins, puis ça, ben, ça donne de l'or aux voisins, ça leur permet d'évoluer eux autres aussi un peu plus vite. C'est cool l'interaction, parce que, tu sais, on veut pas... Tu sais, il y a des jeux souvent que tu crées, tu te fous des autres, puis tu crées un peu ta petite engin, puis tu roules tes affaires, puis c'est comme une course. Mais, tu sais, moi, j'aime un côté interaction. C'est ça, puis le problème, c'est qu'à 2, ils disent pas d'enlever de tuiles. Donc, il y a 2 tuiles, puis on peut pas avoir 2 fois le même. Donc, on peut construire chacun la saucisse dans notre ville. Fait qu'on n'a jamais besoin de l'autre, théoriquement. C'est sûr qu'à un moment donné, question efficacité, tu pourrais quand même décider de pas le faire, mais tu peux construire n'importe quoi. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais rajouté une règle dans le jeu où j'aurais dit à 2 joueurs, il y a une tuile de chaque. Fait que là, tu aurais été sûr qu'il y aurait eu de la rareté. Quand même, c'est que si toi, tu l'as construit puis tu as dépensé pour le faire, ben maintenant, moi, je peux utiliser le tien, puis je me dis, bon, c'est pas grave, je te payerai, mais moi, elle est faite pour moi, fait que moi, je peux peut-être aller dans une bâtisse qui est une coche plus évoluée. Fait que, tu sais, il y a quand même une petite twist de utiliser l'autre, entre guillemets, pour... Oui, je pense que oui, effectivement, tu n'es pas obligé de le faire, mais le fait que ce soit disponible, je trouve que ça enlève un peu la tension que j'ai trouvé le fun à 3 puis 4 joueurs de dire « Ah, je veux vraiment faire des manteaux de fourrure, mais là, il faut que je le fasse tout de suite, sinon l'autre va le faire puis je ne l'aurai pas. » Fait que, en tout cas, moi c'est sûr que ma prochaine partie à 2 joueurs, c'est une règle que j'essaie. Je mets une tuile de chaque, puis je l'essaye pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais je pense que le jeu est quand même
meilleur à 3 puis 4. Puis ce qui est cool aussi dans le jeu, Steve, c'est tout le volet où tu as des ressources aussi complexes dans le Nouveau Monde, où tu peux aller chercher des tuiles de ressources exotiques. Je cherchais le terme. Moi aussi, exotiques. La seule chose, je trouve que encore là, il aurait peut-être dû en avoir un peu moins ou créer une rareté encore un peu plus Puis tu vois, moi, c'est l'effet négatif que, tu sais, à un moment donné, moi, j'avais des cartes, puis j'avais besoin de cacao pour faire du chocolat, puis elle n'a jamais sorti. Tu sais, on a tourné, t'en as, puis là, ben, une chance qu'il y ait des cartes qui te permettent d'éliminer des cartes de tes mains, parce que sinon, ça aurait créé comme un genre de bouchon. Ouais. Puis l'autre élément que je voulais parler du jeu, c'est le temps de mise en place. Ouch! Ça, c'est tough, hein? Tabarnouche, à chaque fois, je capote parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de tuiles. Là, ce jeu avec les tuiles. Juste tout mettre ça en place à chaque début de game, c'est quand même assez intense. C'est certain que ce jeu-là, c'est sûr, j'ai pas été voir dernièrement, mais il doit bien avoir quelqu'un qui a fait un insert là, où ce que tu as je pensais que tu y avais déjà commencé. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que tu allais me faire une primeur. Là. T'as dit, non, c'est vrai. C'est même, je me souviens, je l'ai vu, il y en a un qui existe sur Thingiverse, fait que tout ce qui me reste à faire, c'est l'imprimer, mais c'est sûr que c'est un jeu qui va bénéficier beaucoup d'un print où ce que tu vas avoir un plateau avec toutes les tuiles déjà placées. Tu déposes tes affaires, puis... un coup, puis c'est fait, tac, ça va être beaucoup plus rapide. Mais moi, en tout cas, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment eu du fun dans le jeu-là. J'ai hâte d'y rejouer, là, d'ailleurs. Puis c'est ça le problème. On a tellement hâte de rejouer à nos jeux, mais c'est dur de revenir aux jeux qu'on a déjà joués. Ça va être un autre sujet, ça. Pas de la nouveauté versus les vieux jeux. Parce que moi aussi, il y a bien des vieux jeux que j'aimerais y jouer. Mais on aime tellement les nouvelles choses. C'est le fun. On aime ça découvrir les nouveaux malgré le plaisir d'avoir une chaîne où ce qu'on parle de jeux, ou ce que c'est sûr que les gens veulent entendre souvent parler de la nouveauté. Donc, ça nous force un peu à toujours vous montrer une nouveauté, donc à jouer aux nouveautés, puis on délaisse un petit peu nos anciens coups de cœur, on pourrait dire. C'est sûr, il faut se trouver du temps pour jouer plus, c'est ça le truc. C'est le truc. Tu me le diras, mais que tu l'aies trouvé, ce truc-là, d'avoir plus de temps. Un jour, quand on va être retraité, je pense que c'est là qu'on va vraiment avoir ça va on va profiter de nos jeux. Cool. Fait que, on y va-tu avec un deuxième jeu? Ben oui, allons-y avec Bloodborne, un jeu qu'on a découvert, Steve, ensemble. On a d'ailleurs mis des photos sur notre Instagram et notre page Facebook. Un jeu qui nous a surpris un peu. Moi, j'avoue honnêtement que j'avais pas trop d'attentes. Je n'avais pas du tout, moi. Tu sais, je savais pas. Puis je m'attendais à un jeu... Peur. Je m'attendais à un jeu de figurines un peu drabe avec mais finalement, on a eu du fun en temps. Un genre de zombicide, que tu déplaces, tu vois les monstres, puis tu avances, puis... mais non, moi, vraiment, le storytelling, là, les cartes d'histoire, j'avais le goût d'en apprendre plus. Mais j'ai hâte de continuer. On a fait le premier chapitre ensemble qui était divisé en 3 parties. Puis ça a été... ça a été le fun. Puis l'affaire qui nous a le plus marqué, Steve, je sais pas si tu te souviens, c'est vraiment comme des choix, des fois... Déchirants. What? Faut vraiment que je choisisse entre ça ou ça. Ça n'a juste pas de sens. C'est moralement quasiment difficile à choisir, même si t'es dans un jeu. Écoute, peut-être tu pourrais expliquer un peu en gros c'est quoi le jeu, puis après ça, on jasera de ce qu'on a aimé dans le jeu. Ouais, donc on est comme des aventuriers, des genres d'exterminateurs de monstres, je dirais, et avec des pouvoirs spéciaux, puis des armes spéciaux. Et on arrive dans une ville et il y a un problème. Donc, exemple, le scénario 1, il y a des loups-garous dans la ville et on doit investiguer là-dedans. Rien que ça, un petit peu de vermine. Là, tu sais. Donc, le plateau, il est évolutif dans le sens que c'est des tuiles qu'on révèle, des tuiles de cachet qu'on mélange. Donc, le jeu nous dit de sélectionner X nombre de tuiles et de les brasser. Et là, on se déplace, puis on révèle des tuiles, on les place. Et là, il y a des apparitions, des objets. Et il y a des événements qui arrivent. Donc, le jeu, on a une carte, puis là, on a comme un paquet qui est comme l'histoire, et ça nous dit, à partir du moment que vous découvrez la chapelle, exemple, allez lire 36. Fait que là, on a un paquet de cartes. Ce qu'il faut dire, Steve, c'est que c'est un jeu qui est basé sur un jeu vidéo. Fait qu'il y a peut-être des gens déjà qui nous écoutent là, qui ont joué aux jeux vidéo sur PlayStation. On a même le logo PlayStation dessus. Donc, c'est un univers qui est super intéressant, un peu glauque, un peu dark, là, mais que vous connaissez peut-être grâce au jeu. Moi, je connaissais pas ça. Moi non plus, j'y avais jamais joué. C'est pour ça qu'on partait, moi et Jeff, vraiment à zéro. Absolument. Fait qu'on n'était pas biaisés, on n'avait pas d'attente. Puis c'est ça. On n'avait pas d'attente, puis ça a répondu aux attentes qu'on n'avait pas. Ça a été comme
quand même un petit niveau de difficulté intéressant. Là. Les combats sont quand même bien. C'est un jeu avec des decks. Fait qu'on a un genre de petit deck building. Ouais. Dans le sens que les armes, on a toutes des cartes de base. Et il y a comme un monde de rêve. C'est-à-dire que notre personnage, il peut aller dans un autre monde. Et c'est là, dans le fond, qu'il évolue. Et là, tu peux revenir guéri et mieux. Mais la seule chose, c'est que plus tu y vas, c'est que tu perds du temps. Puis le jeu, tu dois réussir, mettons, ta mission en 15 tours. Ouais. Exact. Oui, effectivement. Puis écoute, tu sais, moi, ce que j'ai aimé, puis ce que je me rends compte que j'aime dans les Legacy, c'est qu'il y a une belle histoire avec une belle intrigue, des éléments qu'on veut découvrir avec des choix difficiles, mais tout ça dans pas trop de texte, juste assez. Tu sais, le dosage, la quantité de lecture à faire versus le gameplay, je trouve qu'il était juste correct. Puis ça m'a fait penser un peu à Aeon's End Legacy que j'ai adoré. Puis c'était à peu près le même principe. Écoute, le texte c'est sur des cartes. Fait que on s'entend, c'est pas des pages et des pages à lire. C'est ça, c'est un petit paragraphe. Puis il y a une trame. Tu sais, moi, je suis en train de faire Clank Legacy, exemple. Puis ce que je pourrais dire, je lui reproche, c'est qu'il n'y a comme pas de ligne directrice. C'est que tu t'en vas à une place, puis il y a un petit pop-up d'une petite histoire à l'endroit où tu es, puis là, qui t'emmène à une autre place pour y trouver quelque chose. Puis la connexion est pas tant... Il y a toute l'affaire de la compagnie, là, Acquisition Incorporated, là, qui est quand même là en trame de fond, mais oui. Puis mais moi, pas présente dans le cours de la mission que tu fais, mettons. Oui, effectivement. Elle est moins présente. Hey, là, tu sais, c'est plus comme des interludes entre les missions. Hein, tu finis ta mission, il y a un interlude, là, ils te ramènent dans l'histoire. Après ça, tu as une autre mission. Mais effectivement, ta mission, tu sens pas toujours que ça fait évoluer l'histoire. Comparativement à Bloodborne, un petit peu, là, tu suis l'histoire. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis aussi, tu parles de Clank Legacy, parce que moi aussi, je l'ai fait. Il y avait beaucoup de textes à lire, honnêtement. Là, des fois, là, je trouvais que c'était beaucoup, puis c'était long un peu. Puis je trouve que ça brisait le rythme un peu. Là. Fait que c'est un élément qui... Puis en plus, nous, on l'avait en anglais. Puis bon, on n'est pas anglophone de naissance. Fait que je lisais avec mon meilleur accent possible, mais c'est plus dur pour les autres de se concentrer, d'écouter. Fait que là, c'était long, les textes. Ça a été quand même une difficulté. Contrairement à Aeon's End ou Bloodborne, où là, je trouvais juste la bonne quantité de texte. Parce que à base, on lit pas un roman, puis on lit pas un livre dont vous êtes le héros. On joue un jeu. On joue un jeu. Fait que, tu sais, donnez-nous un peu d'histoire, enlignez-nous, mettez des intrigues, des décisions difficiles, puis laissez-nous jouer au jeu. Il faut qu'il y ait un jeu en arrière de ça aussi. Il faut que ce soit le fun. Les combats, c'est ça. Fait que c'est quand même assez de base, là, où les monstres ont des points de vie, puis on essaye d'attaquer dans un bon ordre pour clairer les monstres les plus difficiles, mais il y en a qui réagissent bien à tel type de carte, il y en a que tu ne peux pas esquiver. Fait que tu as des choix à faire, mais tu sais, vraiment, j'avais le goût. Quand j'ai fini ma première partie... on avait le goût de continuer, là. Ouais, on avait le goût d'aller une coche plus loin. J'ai bien hâte de continuer là, parce que je suis embarqué dans plein d'autres Legacy qu'il faut que je finisse, mais c'est sûr que là, on voulait l'essayer, on a trippé, puis il y a 4 chapitres, fait que tu sais, quand même pas mal de gameplay là-dedans. Mais aussitôt que je finis Role Player Adventures, là, qui est vraiment cool aussi, je pense que je m'embarque dans Bloodborne. Déjà, le thème a quand même de l'intérêt pour mon entourage, les gens avec qui je joue, fait que je pense que ça va être trippant. Ça a été le fun. En tout cas, ça a été moi aussi, j'ai aimé ça. Un bon petit coup de cœur pour nous autres. Là, on a trippé, puis c'est de valeur parce qu'on risque pas de faire l'aventure ensemble, mais j'aurais aimé ça continuer avec toi. Oui, moi aussi, c'était le fun. Ça. On verra parce que les gens, ce qu'ils savent peut-être pas, c'est que dans la boîte, il y a plusieurs campagnes. Oui, il y a 4 chapitres, 4 grands chapitres. C'est surtout des chapitres ou des campagnes? C'est des campagnes. C'est des campagnes. Oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs chapitres dans chaque campagne, tu as raison. Fait que c'est un jeu à extension. C'est-à-dire que si jamais ils vont ressortir une boîte avec des monstres supplémentaires, puis une nouvelle mission, des nouvelles tuiles, puis tu vas pouvoir ajouter ça à ton jeu. Puis je sais pas si c'était un Kickstarter, Steve. J'avoue que j'ai pas suivi ce bout-là, puis je me suis pas renseigné. On l'écrira, mais nous, on a le jeu de base, puis honnêtement, ça faisait la job. Là. J'avais pas, je chantais pas visuellement, le artwork, là, toutes les images sont belles, sont gore, là, c'est vraiment... c'est sombre. Thématique, ouais, c'est ça. Non, vraiment le fun. Donc, une recommandation. En tout cas, pour moi, c'est une recommandation. Ouais, essayez ça. Ouais. Fait que Steve, on pourrait peut-être parler maintenant de Airship City, un petit jeu avec un graphisme quand même un peu fade. Ben, je dois te reprendre, c'est pas un petit jeu. C'est vrai, t'as raison, c'est un gros jeu. Ah et quand même, là, tu sais, il a pas l'air de ça quand quelqu'un qui... Ben, quoi que la boîte, c'est affreux, là, c'est tant qu'à moi, là, je pense qu'ils vendront pas par leur design. C'est pas le genre de jeu que je passerais, je regarderais la boîte, puis je dirais « Ah! Hey, j'ai le goût de jouer à ça. » C'est vrai qu'il
Puis c'est un concept là, artistique. Écoute, je veux rien enlever à l'artiste. C'est un travail, c'est spécial, mais moi, j'ai trouvé que les couleurs étaient fades. Ça m'attirait pas beaucoup, mais j'étais quand même intrigué par le jeu puis par les mécaniques. Je m'étais renseigné un petit peu avant. Fait que j'étais curieux de l'essayer. Mais bon, moi, ça m'a un peu laissé sur mon appétit. On a un petit clash ici. Hein? On doit annoncer tout de suite que... Je pense que toi, t'as aimé ça. Moi, j'ai aimé ça, puis Jeff n'a pas aimé ça. Ouais, c'est rare, là, mais c'est peut-être que je n'étais pas dans une bonne soirée. Je veux toujours faire attention à ça, mais j'ai pas tant aimé ma partie. Ta première expérience. Ma première expérience. Ça m'a comme pas tant donné le goût de rejouer, mais peut-être tu pourrais expliquer aux gens un peu c'est quoi le principe du jeu, puis après ça, on jasera pour voir là, ce qu'on a aimé puis ce qu'on a moins aimé. Donc, dans Airship City, on est comme un fabricant de dirigeables. Des Zeppelin. Des Zeppelin, ouais, des ballons dirigeables, ouais, c'est bon. Puis, dans le fond, on a comme un plateau, Airship City, c'est que dans le fond, on a comme une ville flottante où ce qu'on va déplacer nos dirigeables, dans le fond, nos Zeppelin à travers différentes tuiles qui vont générer des actions qui est souvent de la collection de ressources. Avec les ressources, on va fabriquer des Zeppelin qu'on peut soit vendre pour faire de l'argent ou les donner, en guillemets, à la société, puis aller chercher des majorités. Dans le fond, il y a comme un plateau avec où ce qu'on va placer notre petit drapeau pour faire de la majorité. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se déplace et lorsqu'on vend, il y a un petit côté d'enchère où ce que la personne qui vend, bien, la valeur, le prochain qui va vendre, il va la vendre pour moins cher. C'est ça. Plus on vend, plus le prix de vente diminue. Là, puis... C'est ça. Fait que moi, je dirais que principalement, c'est un jeu de majorité. C'est-à-dire qu'on se dépêche à aller chercher différentes majorités dans différentes choses. On peut construire aussi des bâtisses, qu'ils appellent là, des bâtisses qui sont un peu uniques. Fait qu'à chaque fois qu'on construit de quoi, on prend le petit drapeau qu'on va je pense, le mettre. c'est ça. Oui, des monuments, c'est en plein ça. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup le principe de gestion de ressources parce que c'est comme l'élément important du jeu, c'est comment tu vas réussir à accumuler des ressources puis les réinvestir en construisant d'autres ballons dirigeables. Puis il y a un jeu de timing aussi parce que l'avantage, c'est que, mettons, le premier joueur qui s'en va sur toutes les tuiles, parce que tu as 3 ou 2, il me semble que c'est 3. Tu commences avec 2. Tu commences avec 2. Fait que si le premier joueur s'en va sur des ressources et l'autre joueur va sur la même case que toi et prend les ressources, bien lui qui est déjà là en collecte. En collecte aussi. Fait que des fois, ça peut être frustrant, hein, Jeff, que les autres tombent toujours sur les autres puis qui viennent jamais sur tes cases à toi, comme par hasard. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, fait qu'il y a un petit jeu de... Il y a du timing là-dedans. Puis il y a des contrats aussi, il y a des contrats que tu peux faire là, qui vont te donner des points. L'objectif, c'est d'avoir le plus de points, puis ça se termine... Mais dans le fond, c'est toutes des majorités. Fait que lui, qui est majoritaire, qui a fait le plus de contrats, va faire des points, mais les contrats te permettent de faire tout le temps des points en cours de partie. Après ça, lui qui est majoritaire dans les fabrications de Zeppelin. Après ça, lui qui est majoritaire pour tous les monuments qui ont été érigés. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est là que tu fais tes points. Ouais. Fait que c'est un peu ça, Airship City, au niveau du fonctionnement. Ouais, ben écoute, je vais commencer par dire ce que j'ai moins aimé un peu, puis tu parleras avec ce que toi t'as aimé, qui est probablement l'inverse. T'es bien négatif. Commencer par le négatif. Ben non, c'est toujours mieux comme ça. On aime mieux finir avec du positif. Fais sortir le méchant. Ouais, en fait, il y a une couple d'affaires que j'ai pas tant apprécié. Tu sais, c'est pas un mauvais jeu, mais j'ai pas eu tant de plaisir que ça à jouer. Je trouvais que le graphisme était très très fade, très ordinaire. Il sortait pas du lot. Mais je peux m'habituer à ça, il n'y a pas de problème. J'en ai plein des euros qui ont un graphisme là, vraiment très brun-beige. Mais lui, il y a la palme du fade, mettons. Oui. Écoute, couleur pastel très fade. Là, c'est presque toute la même couleur. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'agaçait un peu là-dedans. Un choix étrange là, de graphisme. Mais ça va. Je peux passer à côté de ça. C'est pas un gros point négatif pour moi parce que si le jeu avait été excellent, je l'encenserais aujourd'hui. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé que c'était énormément là, rinse and repeat. Là, tu déplaces tes deux affaires pour ramasser du bois. Après ça, tu construis ton bateau puis tu le vends. Ou bien je pense qu'il y a deux affaires que tu peux faire avec. Là, tu ramasses des ressources, tu reconstruis. Tu ramasses des ressources, tu reconstruis. Mais c'est parce que ça finit plus. À un moment donné, là, rendu dans le milieu de la partie, là, j'étais prêt à arrêter la game là. Je trouvais que j'avais fait le tour déjà de toutes les actions que je pouvais faire. Puis je sentais pas qu'il y avait une grosse progression dans le jeu. À un moment donné, tu peux améliorer ta collection de ressources. Tu peux t'acheter un autre dirigeable pour avoir 3 dirigeables au lieu de 2.
mais j'avais vraiment un sentiment de progression extrêmement faible, puis j'avais l'impression de refaire la même chose à tous les tours, puis c'était très long. La partie a duré facilement 2 heures, on était 3. Puis moi, après 1 heure et quart, là, je veux dire, j'avais fait le tour du jeu. Ça, c'est vraiment la chose là, qui m'a un peu déçu du jeu. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de progression. Ouais. Puis il y a une autre affaire, je me rappelle que tu n'avais pas aimé. Ben moi, ça me dérangeait pas parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui aime penser à tes tours en avance. Et dans ce jeu-là, on déplace les bâtisses. Vu que c'est Airship City, c'est qu'à ton tour, mettons que tu voulais aller à une tuile, mais rendu trop loin de ton zeppelin, parce que dans le fond, dans les déplacements, tu peux juste aller à une case octogonale. Et si tu as un de tes zeppelins qui est là, c'est que tu peux passer par-dessus qui te permet d'aller plus loin. Fait que là, tu peux dépenser des ressources pour déplacer les bâtisses pour les rapprocher. Fait que le joueur, avant, qui avait calculé que le tour d'après, il irait à telle bâtisse, oublie ça, est déjà plus là parce qu'il y a eu 2 joueurs avant qui ont tous brassé le jeu. T'as raison, Steve. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais t'as absolument raison. Ça m'a tellement dérangé dans le jeu parce que c'est impossible de prévoir ton coup à l'avance. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à chaque fois que c'est le tour d'une personne, il faut qu'il recalcule toutes ses affaires pour voir ce qu'il va faire parce que le board a changé. Ça m'a agacé beaucoup. Effectivement, tu as raison. Puis je pense que c'est un des éléments qui a fait que la partie est très longue pour rien. Imaginons que le board change jamais. Fait que tu sais pas mal où est-ce que tu peux aller à chaque tour. Ça aurait probablement duré beaucoup moins longtemps. Mettons 1/3 de moins de temps. Puis peut-être que j'aurais été moins tanné de refaire tout le temps la même affaire. Mais là, à chaque fois, il y avait 2 joueurs qui jouaient avant moi. Fait que le board, là, c'était complètement changé. Là, il fallait que je recheck un peu. OK, ben d'abord, je vais aller là. Ah, là, je voulais aller là, mais je pourrais pas. Fait que je vais refaire ça à la place. Ça fait que les tours sont longs un peu entre les personnes. Fait que t'as raison, ça a été un de mes points. Ça, la durée, pour moi, je te l'accorde. Je trouve qu'il est long pour rien. Mais moi, j'ai eu... Tu sais, comparativement à toi, moi, je ne l'ai pas trouvé répétitif. Je n'avais pas l'impression de faire toujours la même affaire parce que je calculais mes affaires. OK, là, ce tour-là, il y en a un qui commence à prendre la majorité dans la construction des zeppelins. Fait que, tu sais, il va falloir que j'investisse là. Mais je vois le monument qu'on n'est pas beaucoup pour aller chercher la majorité puis il donne beaucoup de points. Fait qu'est-ce que je me dépêche à aller faire cela? Fait que moi, j'aimais ça, ce petit côté-là économique, tu sais, de ramasser tes ressources. Puis il y a des choses que tu peux débarrer pour aller chercher plus de ressources. Puis là, qui te donnent des avantages quand tu vas sur certaines tuiles, qui te donnent un petit peu plus de ressources. Fait que tu as un petit côté évolutif que moi, je trouve bien intéressant, que moi, j'ai bien aimé. Je m'attendais à plus côté évolution, pour vrai, là. Oui, c'est ça. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé... Tu vois, moi, j'ai joué quelques parties. Je n'ai pas joué juste une. Puis moi, j'ai eu du fun. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Mais, tant mieux. Mais ce qui est arrivé, c'est drôle parce qu'il y a une personne qui devait partir, puis on s'attendait à ce que le jeu dure, mettons, 1 heure, 1 heure et demie. Puis je pense que ça a duré un bon 2 heures. Puis une personne a dû quitter avant de finir. Ouais. Fait que il est long. Moi, je pense que... Moi, je te l'accorde qu'il est long pour ce qu'il donne, ça c'est vrai. Mais moi, pour y avoir joué, mais les fois que j'y ai joué, moi j'ai aimé ça. Puis même en la jouant au complet. Il y a des belles idées. Il y a des belles idées dans le jeu, il y a des belles choses. Puis je te le dis, quand j'avais lu un peu la description du jeu, il m'intéressait. Mais je trouve que il y a quelque chose dans le design qui m'agace, qui m'ont pas tant donné le goût d'y retourner, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Il y a des jeux pour tous les goûts, puis je suis peut-être dans le champ. Ça, c'en est une preuve que t'as pas aimé ça, puis moi j'ai aimé ça. Ben oui, puis tant mieux, écoute, tant mieux. Puis on vous dit la vérité, écoute, ça arrive. C'est rare qu'il y a des jeux qui me font cet effet-là, mais lui, non, ça m'a vraiment laissé sur mon appétit. Non, quand même pas. Non, tu sais, je reconnais ses qualités, mais c'est ça. Moi, je vais passer mon tour. Bon, ben, tant qu'à y aller là-dedans, parlons donc de Cryo. Ouais, Cryo. Pourquoi donc? Cryo, c'est un excellent jeu. Moi, j'ai pas trippé sur Cryo. Écoute, non, Cryo, moi, j'ai bien aimé ça. Cryo, c'est un jeu où on s'écrase sur une planète hostile puis on veut réussir à récupérer les pods de notre peuple, nos citoyens, pour les ramener puis les envoyer dans des grottes pour les protéger. Puis pour ça, on a des espèces de drones qu'on va envoyer, qui est vraiment un placement d'ouvriers. On va envoyer à des espaces qui vont nous permettre de faire des actions. Puis évidemment, ça va bloquer des espaces pour les autres joueurs. Puis on va ramasser des ressources qui sont très limitées dans le jeu. On va ramasser des pods, puis on va construire des vaisseaux qui vont nous permettre d'envoyer nos pods dans les grottes pour essayer de faire des points. Puis il y a une majorité au niveau des grottes pour faire des points à la fin de la partie. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, là.
Puis visuellement, là, mes attentes, quand j'ai vu ce jeu-là, j'avais hâte d'y jouer, je le trouvais beau. Encore un genre de dessin de bande dessinée années 90, tu sais, carré futuriste, un peu. Oui, puis futuriste, là. Je sais pas à quel BD faudrait que je retrouve, là, mais il y a un style de BD. De Loop, mettons, comme type artistique. Oui, très coloré, hein, très coloré. Ouais. Contrairement à Harry Ship City, qui est très fade, lui, il est très coloré. Ouais, mais encore là, ouais, il y a peut-être ça, c'est le genre de jeu que je m'aurais fait prendre. Si j'achèterais un jeu juste pour le visuel, lui, je l'aurais pris. Là, je regarde le board. Le board est coloré, il est beau. Tu vois les grottes. Tu n'aurais pas fait d'erreur, Steve. Oui, moi, je n'aurais pas peur. Ben non, mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce jeu-là, Steve? Bon, moi, je dirais que c'est un genre de jeu que j'ai souffert toute la game. C'est-à-dire que tu es toujours... T'es moumoune. Ouais, c'est ça, mais tu sais, y a pas. Moi, je veux avoir du plaisir. Fait que là, quand tu souffres à chaque moment, je peux pas faire ça. J'ai besoin, mettons, de les ressources vertes, qui est comme les arbres ou la nourriture. C'est la nourriture, oui. C'est ça. Fait que j'ai besoin de nourriture. Jeff, tu sais, il était premier joueur, fait qu'il avait pris comme une partie du board où ça générait de la nourriture. Puis je pouvais pas y aller, fait que j'étais toujours à m'arracher pour pouvoir faire mes actions. Fait que des genres de jeux que c'est sûr que c'est un jeu que les ressources sont très, très limitées. Ce qui est intéressant dans Cryo, c'est que tu as seulement 3 ouvriers. Fait que chaque action que tu vas faire, c'est une action importante, puis les ressources sont difficiles à ramasser, sont rares. Donc, il faut que tu calcules tes affaires. Puis moi, j'ai aimé ce principe-là, justement, qu'il n'y a pas l'abondance, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a un blocage au niveau des zones où tu vas aller en plus. Fait que tu sais, t'es limité toute la partie, mais on s'entend, on vient de s'échouer ou s'écraser sur une planète hostile. C'est pas l'abondance, ça. Je dois être honnête, j'y ai joué une fois. Okay? Ouais. Donc, c'est sûr que quand tu as une mauvaise expérience, c'est plus touché. Ce que le monde doit savoir, c'est que ton board, il est évolutif. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des ressources que tu vas placer sur ton board, qui fait que quand tu ramènes tes ouvriers, bien, tu vas activer une ligne qui va te permettre de générer des ressources. Et sachant la nourriture qui est quand même importante, bien, probablement que j'aurais setupé une création de nourriture à quelque part pour m'aider dans ma campagne. Ben, pas dans ma campagne, mais dans ma partie. Là. Il y a 2 places où tu peux aller générer des ressources. Effectivement, quand tu ramasses une tuile, tu peux la mettre à une zone qui va te permettre soit de transformer un type de ressource en un autre type de ressource ou juste en avoir gratuitement, mais il n'y en a pas une tonne, on s'entend. Mais tu as aussi un autre espace où tu peux envoyer des pods de survivants dans des zones de production de ressources où à chaque fin de tour, ils vont produire des ressources, puis tu as 3 types de ressources différentes que tu peux produire, dont la nourriture. Puis ça, c'est l'endroit que je parlais au début, que Jeff a pris le contrôle, puis que je n'étais pas capable d'aller m'installer. J'ai été le magna de la nourriture. Ouais, c'est ça, ça n'a pas aidé. Mais la nourriture est quand même importante dans le jeu-là, parce que c'est ce qui te permet d'aller recruter ou ramasser tes pods pour pouvoir les envoyer sur les vaisseaux que tu envoies. Tu sais, tu as parlé de board évolutif. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que effectivement, tu vas mettre tes choses, tu vas setuper ton board un peu différemment d'une partie à l'autre. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as 3 drones, puis tu as 6 espaces où tu peux les faire atterrir quand ils reviennent. Puis quand tu les fais atterrir, ça active l'action que tu vas avoir développée, qui peut être différente à chaque partie. Donc, tu peux pas tout faire. Il faut que tu choisisses, OK, ce tour-là, je vais prendre celui-là. J'aurais aimé avoir les 3 autres, mais je peux pas. Puis tu as aussi un autre élément que j'ai trouvé intéressant, où on a des cartes dans nos mains, et ces cartes-là, c'est des vaisseaux, mais il y a 3 actions possibles à faire avec ça. Soit que tu les transformes en amélioration que tu vas mettre sur le dessus de ton plateau, qui va te donner un pouvoir pour le reste de la partie, qui sont quand même des pouvoirs intéressants, puis des fois assez forts. Tu peux les garder pour des objectifs de fin de partie, qui vont te donner des points, par exemple, avoir le plus de tel truc pour avoir 3 points. Ou l'utiliser pour domper tes pods d'ingrotte. Qui est l'utilisation la plus importante ou fréquente, parce que tu n'as pas le choix. Si tu veux envoyer tes pods dans les grottes, il faut que tu mettes en vaisseau. Puis là, ils ont une capacité de stockage différente. Puis après ça, tu vas les utiliser, puis tu vas les perdre, mais ils vont aller, avec les pods, déposer les pods dans les grottes. Puis là, tu peux aller de plus en plus creux, mais ça te prend du carburant. Fait que c'est pas évident là, de tout gérer ça. Puis la gestion des majorités, c'est un gros élément de points à la fin de la partie. Il y a une chose... capable aussi un autre...
sais, à un certain moment donné, je le savais que tu gagnais. Tu sais, on a vu que tu avais plus sauvé de pods que moi. Moi, je m'en étais fait détruire par certaines actions. J'avais pas. Il y a un vaisseau qui te permet de les ramener. Moi, je l'avais pas. Fait que je le savais déjà que je gagnais pas. Puis ça aussi, ça m'agace. Des fois, il y a des choses cachées qui permettent de dire hey, OK, mais là, j'ai fait des points autrement. Non, non. Je le savais. Il y en a quelques-uns, là, tu peux faire des missions cachées, mais c'est pas, ça fait pas un gros facteur. C'est sûr que tu le vois assez vite dans les majorités des grottes, puis le nombre de. Parce que chaque pod vaut des points. Les majorités de grottes, ça vaut des points. C'est là qu'on fait le plus gros score de points. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est un jeu qui shine plus à 3 ou 4. Il est très bien à 2, mais à 3 ou 4, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu termines ton tour, il y a un tour où tu vas récupérer tes drones, puis là, tu vas obtenir des ressources, tu vas aussi aller chercher un événement, un jeton événement qui peut donner soit des ressources ou qui peut détruire, qui fait une explosion dans une des chambres de survie des pods. Et là, ça détruit les pods des adversaires. Fait qu'il y a un petit élément take that là, dans le jeu là, qui est un peu tannant. Puis honnêtement, moi, ça m'a pas fait triper ce bout-là. Tu sais, dans les parties que j'ai jouées, la plupart du temps, on veut ramasser les ressources parce qu'on a tellement de difficultés à ramasser les ressources qu'on va toujours aller chercher les jetons qui ont des ressources dedans. Mais à un moment donné, tu n'as comme pas le choix. Puis là, il faut que tu prennes les explosions. Puis là, tu fais exploser des chambres. Puis ça détruit les pods. Mais j'ai trouvé ça moyen, tu sais, je trouvais pas ça, c'était pas intéressant, ça fait pas tant mal à l'autre personne, c'est pas vraiment le fun à faire, puis toi, ça te donne pas de ressources, fait que moi, j'aurais mis juste des ressources là-dedans, puis ça aurait fait la job, mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont voulu créer un genre de stress, de faut que je libère mes chambres pour pas que quelqu'un fasse une explosion dedans. Mais en tout cas, la règle est spéciale aussi parce qu'il faut que tu fasses exploser en ordre. Fait que tu vas vider tes chambres les plus à gauche rapidement possible pour pas te faire exploser tes pods qui sont dedans. Fait que ça j'avoue que cette règle-là, je l'ai trouvée un peu moyenne. Mais moi, le reste du jeu, je l'ai bien aimé. J'ai aimé améliorer mon plateau avec les vaisseaux. J'ai aimé le choix des vaisseaux qui sont tous intéressants. Et visuellement, les petits, tes genres de drones, ils sont super beaux, là, sont en plastique. Oui, les pods aussi visuellement, il est écœurant. Là, il est super beau. Effectivement. Puis j'ai aimé la tension, justement, là, du worker placement, où les places sont limitées, tu as des drones limités. Après ça, tu veux avoir les majorités d'un grotte. Il faut que tu gères tes ressources. C'est super serré, c'est difficile, tu peux pas tout faire. Moi, je pense que c'est un jeu qui a une bonne rejouabilité. À 3-4, à mon avis, va être plus intéressant qu'à 2, même si à 2, j'ai trouvé quand même bien. Puis c'est ça. Fait que moi j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Je sais que t'as pas trippé, mais on pourrait rejouer une couple de fois, puis peut-être que tu finirais par changer d'idée, mais je comprends ça se peut, comme j'ai expliqué, c'est ma première partie. Est-ce que avoir juste changé de quoi sur mon plateau m'aurait permis d'avoir une meilleure partie? C'est pour ça que des fois, c'est dangereux de juger un jeu à une partie. Puis c'est pour ça que je vous le dis que ça vaut ce que ça vaut, ma première expérience. Mais j'ai déjà un indice que ça sera pas dans mes jeux. Là, comme toi, Airship, tu veux bien donner une chance, mais ça ne montera pas haut. Là. Tu sais déjà qu'à la base, tu as une bonne idée du jeu après une bonne partie de 2 heures. Oui, t'as raison. T'as raison. La première impression, des fois, est trompeuse, mais souvent, il y a des éléments dedans qui vont être difficiles à changer. Donc, écoute, c'est ça pour Cryo. Un autre jeu qu'on a essayé, Steve, c'est Troy Dice, qui est un petit jeu, un jeu d'une 30 à 45 minutes, qui est un roll and write, et qui est le petit frère ou le petit bébé, je ne sais pas trop, là, de Troy, qui est un gros jeu, lui, au contraire, un gros jeu de placement d'ouvriers, recrutement de dés, tout ça, qui est très complexe. Et Troy Dice, c'est un jeu vraiment qu'on a trouvé sympathique, qui nous a surpris. On ne s'attendait pas trop là, à aimer ça. Ça a encore un style de graphisme très particulier, là, très brun, avec des couleurs, un style de dessin un peu médiéval. Un peu c'est ça que j'allais dire. Il est allé chercher ce petit côté artistique-là du côté médiéval. Exact. Dans le jeu, chaque joueur a une feuille dans laquelle il va écrire là, ce qu'il va aller recruter comme dés, comme valeur, comme action, ce qu'il va faire comme action. Et à chaque tour, on a l'action du matin et l'action du soir. On va rouler des dés. Il y a des dés de couleur blanc ou transparent qui vont prendre la couleur de l'action de la tuile où ils vont aller. Et il y a un dé catastrophe qui va faire une attaque, une espèce d'attaque qu'on va subir à partir d'un certain tour dans la partie. On va subir cette attaque-là. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un dé transparent qui prend la couleur de la tuile sur laquelle il a été déposé. On a mis les dés en ordre croissant de valeur.
Et avec ce dé-là et cette couleur-là, ça va nous permettre de venir cocher des choses dans nos différentes zones là, sur notre plateau. Il y a 3 zones principales. Il y a les jaunes, les rouges et les blancs. Dans chaque rangée, il y a comme la section population. Puis en haut, c'est la bâtisse. Exactement. Puis fait que le côté militaire, économique et académique ou religieux plutôt, qui sont les 3 zones là, que tu vas essayer d'aller améliorer puis bâtir des petits bâtiments qui vont te donner des points. Puis après aussi, tu as le leader qui est comme un multiplicateur qu'après tu peux débarrer, qui va te donner un multiplicateur sur ta rangée dans chacun des exact. Couleurs. Quand tu construis certaines cathédrales, ça te permet de faire des personnages, puis ces personnages-là deviennent des multiplicateurs, comme tu dis, puis c'est quand même une ressource de points. Puis toute la section militaire, elle, ce qu'elle va permettre de faire, ça va permettre de protéger tes valeurs, parce qu'on va chaque colonne représente une valeur de 1 à 6, puis si tu prends à un moment donné un dé rouge de valeur 2, ben tu vas construire une forteresse, puis toute ta colonne de 2 va être protégée contre d'éventuelles attaques. Fait que ça, c'est un élément que j'ai trouvé super cool, Steve, je peux faire des points, mais je peux aussi protéger ma colonne contre les futures attaques qui me donnent moins de points, probablement, tu sais. Donc, c'est quand même intéressant. Tout est intéressant, justement, c'est que tu veux augmenter ta population, mais il faut que je me protège aussi. Puis, j'ai peut-être besoin d'un peu d'or pour... influencer les dés, la valeur des dés, ça te permet d'augmenter ou diminuer la valeur des dés selon le nombre de pièces d'or que tu vas dépenser. Puis, écoute, chaque choix est intéressant et déchirant, mais on peut vraiment pas tout faire. Dans le jeu, Steve, tu as tout le temps le choix entre construire des nouveaux bâtiments qui vont te permettre d'obtenir des bonus ou d'obtenir des multiplicateurs, mais tu peux aussi aller chercher de la population. Puis la population, c'est avec ça que tu fais tes points. Fait que tu veux avoir beaucoup de population. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives les 3 types de population, rouge, blanc et jaune, quand tu arrives à un certain niveau avec les 3, tu vas obtenir des bonus qui vont te permettre d'aller construire gratuitement d'autres bâtiments. Fait qu'il y a comme un effet là, cascade qui est intéressant aussi, où plus tu vas obtenir des citoyens, plus tu vas pouvoir aller faire des bâtiments, puis ces bâtiments-là vont te protéger, créer des multiplicateurs, donner des points. Fait qu'il y a quand même tu vas chercher le petit côté combo. Là. Ouais, il y a une belle synergie. Ouais, exact. Il y a une belle synergie entre toutes les actions, effectivement, c'est le fun. Fait que, écoute, c'est pas un gros jeu, c'est un jeu intéressant, c'est un bon filler, un jeu que je rejouerais sans hésiter, un bon petit roll and write sympathique. C'est ça, exactement. Tu avances, tu coches, tu fais tes combos, tu sais, il fait la job. Je dirais que je trouve pas qu'il y a de quoi qui le fait ressortir du lot. Mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est ça, exactement. Il rentre dans le lot, puis tu sais, ça en est un que, OK, on pourrait jouer à celui-là, on le sort, puis on joue. On n'hésiterait pas. Puis il y a quelques modules dedans là, qui te permettent de changer un petit peu les règles. Si tu veux, justement, là, quand tu es tanné de refaire un peu la même chose, ben, tu peux aller tweaker quelques règles pour personnaliser ou changer ta partie un petit peu. Fait que c'est un bon jeu sympathique. Ce qui nous amène, Steve, à notre dernier jeu de ce En Vrac Volume 3. Wild Space. Et Steve, moi, je vais te le dire tout de suite, Wild Space, ça frappait fort. J'ai vraiment aimé ça pour un tout petit jeu, un jeu sympathique, pas compliqué. Un set collection. Collection d'ensemble avec des petits bonus. Puis t'en as t'as une petite construction d'engins aussi là-dedans, où que tu vas pouvoir faire construire un engin ou des combos, tu vas pouvoir faire beaucoup de combos. C'est plus des combos, je dirais. Effectivement. Puis écoute, parlons de c'est quoi le jeu. Le jeu, c'est simple, c'est que tu vas avoir des personnages dans tes mains, dans 3 types différents, des membres d'équipage, des ambassadeurs ou des robots. Puis à chaque tour, tu vas aller prendre un de tes 5 vaisseaux. Tu as 10 actions dans la partie. Tu as 5 vaisseaux que tu vas aller faire atterrir sur des planètes. Il y a une zone d'atterrissage, puis il y a une zone d'exploration. Fait que ça fait tu as 5 vaisseaux qui vont atterrir, puis 5 vaisseaux qui vont aller explorer. Fait que ça fait tes 10 actions. Fait que dans 10 actions dans la partie, tu vas essayer d'accumuler le plus d'équipage pour avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Très, très simple. Ça dure 45 minutes maximum, je dirais. Et il faut vraiment que tu optimises ces 10 actions-là. C'est ça, parce que tu vas faire des points, mettons, si plus tu as de races différentes, ben là, c'est une manière de faire des points. Ou des pareils. Plus tu en as des pareils, plus tu vas faire des points aussi. Exact, aussi. Puis tu as des points directs sur les personnages.
Fait que tu as plein de multiplicateurs comme ça. T'sais, les 7, là, c'est 2 sets complets. Puis là, c'est un autre, ça fait des points aussi. Fait que c'est vraiment pour de la collection de... Ouais. Voyons, j'ai toujours l'anglicisme dans la tête, là, mais collection d'ensemble. Ouais. Puis, tu sais, t'as pas tant d'action que ça. Le jeu est pas compliqué. Ça s'apprend très, très vite. Ça s'explique rapidement. Mais t'atterris, puis là, tu peux soit piocher des cartes ou soit jouer des cartes. Des fois, tu détruis des cartes pour ramasser des cartes. Il n'y a pas beaucoup d'autres règles que ça. Mais quand tu vas jouer des cartes, les cartes vont avoir des prérequis. Ils vont dire il faut que tu aies un personnage ou un membre d'équipage de tel type pour pouvoir la jouer. Ou des fois, ils vont avoir des bonus. Si tu as tel type de personnage, ben tu peux piocher d'autres cartes ou tu peux jouer un autre personnage. Fait que ça, c'est le côté que j'ai vraiment trouvé le fun. Oui, parce que c'est quand même limité. Tu ne peux pas, une premier tour, mettre 3 cartes sur la table. Non, c'est ça. Tu peux juste en mettre une. À moins que tu aies la carte qui te permet d'en mettre une autre. Fait que c'est là que c'est important de faire tes combos là, avec tes cartes que tu vas jouer pour essayer d'optimiser ce que tu as. Exactement. Puis ce qui est le fun, c'est ça, c'est à un moment donné, tu vas accumuler des cartes. Puis là, tu vas avoir vraiment créé un combo, une chaîne de combos que tu vas pouvoir faire. Fait que là, tu joues un personnage vert qui te permet de jouer un personnage bleu. Si tu as un personnage vert, il te permet de jouer un autre personnage. Après ça, tu en joues un autre. Fait qu'écoute, j'ai joué avec ma fille puis ma blonde aussi. Puis on a fait des super combos des fois où on jouait 5-6 personnages dans un tour. C'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, tu les prépares, tes combos. Là. Ça me prend un personnage, un mécanicien, parce que avec ce mécanicien-là, je vais pouvoir faire un autre personnage, c'est vraiment cool. C'est ça, puis je pense que c'est ça pour ça qu'on l'a aimé toutes les deux. Il y a le côté satisfaisant. Justement, quand tu joues une carte, ça me permet d'en faire un autre, puis là, t'en mets. C'est le fun des genres de jeux comme ça que tu déclenches là, ta cascade. Puis moi, je pense que ce jeu-là le rend bien, ça. Oui, puis dans une forme simple, pas trop complexe, qui s'explique rapidement. Je pense qu'il remplit la mission qu'il y a d'être un filler, d'être un jeu simple, pas complexe, familial à la limite. Là, moi, ma fille, elle a 12 ans, là, puis elle a vraiment aimé ça. On a joué 2 games en ligne, une après l'autre. Fait que, les dessins, ça fait cartoon un peu aussi. C'est vrai, je voulais en parler du graphisme. Un super beau graphisme, là, très cartoon. Les races, c'est ça. Coloré. C'est encore... Je sais pas s'il y a une tendance, là, c'est le 3e. Lui aussi, je trouve qu'il y a un look un peu carré dans ses dessins. Encore les mêmes années, mais... il est super beau. Fait que, quand on parle de filler ou d'introduction aux jeux de société, ben justement, pour des plus jeunes, ben ils vont triper là, de pouvoir mettre les races. Puis les personnages sont super beaux, sont bien dessinés. Oui. Puis dans le jeu, ce qui est cool aussi, c'est qu'il va y avoir des planètes différentes qui vont se révéler. Fait que ça, il y a de la rejouabilité là-dedans parce que c'est pas toujours les mêmes planètes qui vont être explorées plus tard. Tu as aussi un capitaine qui va changer d'une partie à l'autre, que tu vas passer au hasard. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il va avoir de l'expérience. Puis tu peux faire monter son expérience qui va aller te donner des petits bonus ou des points de victoire, des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est vraiment bien là, parce que tu peux vraiment préparer tes gros tours, tes tours à combo, mais c'est pas trop non plus, parce que je sais que moi, par exemple, ma blonde, tu sais, quand il y a trop de trucs, je fais ça, je refais ça, elle trippe pas tant, mais là, il y en a juste assez pour que ça soit satisfaisant, sans que ça soit overwhelming, là, ça soit trop, là, puis que tu sois perdu un peu dans tout ça. Fait que un jeu avec un poids idéal là, pour un jeu de type filler. Ça sort vite, ça s'installe vite, puis tu es prêt à jouer, puis il est plaisant. Fait que, moi, c'est une recommandation au LAM. Tout à fait. Moi aussi, je pense que si vous cherchez ce genre de jeu-là, vous ne serez pas déçus. Oui, effectivement. Yes, fait que Steve, c'est ce qui complète notre En Vrac volume 3. Écoute, faut vraiment faire ça plus souvent, plus régulièrement. C'est toujours le fun. J'aime ça parler de plein de jeux en ligne comme ça. On espère qu'on vous a donné le goût d'essayer des jeux, qu'on a piqué votre curiosité sur certains jeux. Dites-nous-le dans les commentaires si vous avez essayé certains de ces jeux-là, si vous avez des opinions différentes de la nôtre, dites-nous-le aussi. On est toujours contents. Gênez-vous pas. on peut se challenger. Oui, on est prêt à prendre la critique sans aucun problème. Et puis, on va se retrouver bientôt dans un En Vrac volume 4, Steve. Oui. Et comme laissez-nous des pouces en l'air, hein? Gênez-vous pas. Ouais, on mélange les affaires. D'habitude, c'est toujours Jeff qui dit ça. Fait que là, c'est moi qui vais le dire. C'est ça qui est le fun dans un En Vrac. On fait les affaires différemment. On brasse les cartes. Décousu, ouais. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être averti quand on va mettre des nouvelles vidéos. On a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis les commentaires, comme on vous dit, fait que laissez-nous vos petits commentaires, les jeux, si vous les avez essayés ou pas. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao!